Alors aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé hier soir et qui résume tout, mais alors absolument tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment sur les marchés financiers. Hier matin, il y a un analyste de chez UBS, un type qui s'appelle Timothy Arcuri, qui est revenu de son barbecue du Memorial Day, qui s'est assis devant son écran et qui a triplé son objectif de cours sur Micron. En une nuit sur un week-end, le gars est passé d'un objectif de 535 $ à 1625 $. Sa justification était hyper simple. Accrochez-vous au bastingage. C'était « j'ai revu ma méthode ». Voilà, ça c'est fait. Et hier, Wall Street, au lieu de l'interner pour expertise psychiatrique, s'est contenté d'applaudir. Micron a donc explosé de près de 20% en une séance et la société a franchi les 1000 milliards de capitalisation boursière. Pour de la mémoire vive, le truc que vous avez dans votre PC qui fait tourner Excel, le même Excel que celui de Timothy justement. 1000 milliards sur un upgrade, sur un week-end de barbecue. Et ça, c'est juste un des 10 trucs absolument absurdes qui se sont passés hier. Et moi, aujourd'hui, je vais tout vous raconter en essayant de ne rien oublier et de vous faire sourire un tout petit peu. Bienvenue dans ce Morning Bull Live du 27 mai 2026. Je suis Thomas Veillet. Aujourd'hui, on va parler de Wall Street qui a complètement perdu la boule, de la Corée qui est devenue un ETF mémoire déguisé en pays, d'une Ferrari à 640 000 balles qui ressemble à une Opel et accessoirement de la guerre qu'on a oubliée quelque part entre Téhéran et Beyrouth. Asseyez-vous, c'est parti! Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bon, on va poser le décor assez froidement parce que sinon, vous allez croire que j'ai inventé des trucs. Mardi 26 mai 2026, c'était hier, clôture de Wall Street, S&P 500 à 7519, record absolu. Nasdaq Composite à 26 656, record absolu. Nasdaq 100 au-dessus des 30 000, record absolu. 3 records sur 3 indices le même jour, même si le Dow Jones perdait 0,23%, mais franchement, tout le monde s'en fout. Personne ne regarde le Dow Jones. Le Dow Jones, on le regarde uniquement quand il n'y a que lui qui monte et quand il rassure, mais le reste du temps, c'est de la daube. Le vrai moteur du marché, c'est la tech, plus précisément les semi-conducteurs et plus précisément la mémoire. La mémoire, donc on revient à Micron. Le titre hier a pris 19,3% en une séance, sa meilleure journée depuis novembre 2011. Et sur le seul mois de mai, on a plus ou moins 75% de hausse. Et vous savez quel était le précédent record mensuel pour Micron? 1987. Et 1987, honnêtement, c'est pas exactement la référence rassurante de l'année, bien sûr. Octobre 87, vous vous souvenez? Non, vous vous souvenez pas? Tant mieux pour vous, ça veut dire que vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Et en une séance, Micron a donc ajouté 163 milliards de capitalisation boursière, soit l'équivalent de Charles Schwab, par exemple, la banque entière, en 8 heures pour de la dirham. Le titre vaut désormais plus cher que Walmart, plus cher que JP Morgan, plus cher que Eli Lilly, plus cher que Eli Lilly qui fabrique Ozempic et qui est en train de sauver littéralement la santé publique américaine. Mais bon, Eli Lilly fait que des médicaments. C'est cyclique. Macron, lui, il fait des barrettes de rame et ça, c'est l'avenir. Forcément, oui, parce que depuis hier, le dirham n'est plus cyclique. C'est l'avenir de l'humanité, au minimum. Maintenant, revenons donc sur le héros du jour, Timothy Arcuri, employé de l'UBS, comme moi à l'époque. Lundi férié aux États-Unis, Memorial Day, j'imagine assez bien la scène, barbecue, hot dog, drapeau américain qui flotte, Bruce Springsteen en fond sonore, le voisin qui débouche des bières et hop, mardi matin, notre Timothy National revient au bureau avec une idée brillante et un léger mal de crâne avec Born in the USA qui tourne en boucle dans sa tête. Et là, le gars se dit « Et si je triplais mon objectif sur Micron ?» Vous savez quoi? Il l'a fait pour de vrai. Il est passé de 535 $ à 1625 $ sur le même titre en 24 heures. Et sa méthode, je cite, il a revu sa méthode d'évaluation. Voilà, c'est assez simple. Soyons clairs 2 secondes, dans tous les autres métiers du monde, si le mec arrive un matin et triple son tarif en disant « j'ai revu ma méthode », il se fait virer dans la seconde, ou pire, il finit au tribunal. Dans la finance, lui, il devient une rockstar. Encore Bruce Springsteen, 3 passages sur CNBC dans la semaine, un papier dans le Wall Street Journal et son nom retient l'attention de tous les hedge funds de la planète et Micron prend 20% dans la séance. Sa thèse, c'est que la mémoire d'IRM,
vous savez, ce truc cyclique qui a démoli 3 générations d'investisseurs depuis 1985, eh bien désormais, c'est plus cyclique. Merci l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que Micron va signer des contrats à long terme, à des prix fixés. Voilà, donc on lisse la cyclicité et donc on applique un multiple à la Nvidia. 21 fois les bénéfices au lieu de 8 aujourd'hui. Voilà, c'est QFD. Vous savez ce qui me fait halluciner dans tout ça, c'est qu'on se repasse le même film, encore et encore. On change des acteurs, mais on se repasse le même film. C'est le jour de la marmotte. J'ai l'impression que je suis toujours bloqué à Punxsutawney, toujours. En 1999, on m'a expliqué qu'Internet avait changé les règles et que les multiples traditionnels ne s'appliquaient plus. 3 mois plus tard, le Nasdaq, moins 85%. En 2007, on m'a expliqué que la titrisation avait éliminé le risque systémique du crédit immobilier. 6 mois plus tard, Lehman Brothers. En 2021, on m'a expliqué que Peloton n'était pas un fabricant de vélos, c'était une plateforme tech. Aujourd'hui, Peloton fabrique des vélos. Et encore, j'en suis même pas sûr. Et maintenant, en 2026, on me dit que la dirham n'est plus cyclique. Bon, on verra bien, hein. Mais moi je vous le dis, notez-le bien, on en reparlera dans 3 mois quand le titre se sera mangé un mur, et l'analyste Accuri, lui, il continuera à passer à la télé, parce que c'est ça, la finance, c'est jamais de la faute de personne. Pendant qu'on regarde Wall Street, l'Asie aussi est devenue un petit peu cinglée quand même. Ce matin en Corée, l'indice Kospi prend encore 5%. Pourquoi ? Eh bien parce que les 2 grosses boîtes du pays, SK Hynix et Samsung, bénéficient elles aussi du lissage de la cyclicité, machin truc là. SK Hynix ce matin, elle prend 13% et franchit à son tour, vous l'avez compris, les 1000 milliards de capitalisation. Le titre est en hausse de 75% depuis le début du mois. Samsung suit, plus 6%. Samsung qui avait déjà passé les 1000 milliards il y a quelques semaines. Maintenant, accrochez-vous parce que voilà le petit fait que personne ne veut entendre. SK Hynix et Samsung représentent à elles deux plus de 40% du Kospi. 40% d'un indice national sur 2 titres qui font la même chose. Même en Suisse, on n'a pas encore osé. Et puis, surtout, il faut retenir quand même qu'on a une hyper concentration sur le même client qui achète tout le matos, Nvidia. Donc, grosso modo, vous avez un indice boursier coréen qui pèse des centaines de milliards, qui repose à 40% sur 2 usines géantes qui fabriquent de la HBM pour les puces de Jensen Huang. Le jour, supposons, où Jensen dit « Ouais, finalement, j'ai assez de stock pour le trimestre prochain », le Kospi s'écrase comme Superman qui saute d'un immeuble et qui se rend compte qu'il avait oublié sa cape. Mais bon, pour l'instant, on monte, on chante et on ne pose pas de questions. C'est ça un vrai bull market, c'est quand personne ne pose de questions parce que tout le monde fait des bénéfices. Le jour où quelqu'un commence à se demander pourquoi son voisin gagne tellement d'argent, c'est qu'on est arrivé à la fin. Mais bon, attendez, il y a un petit détail que j'allais oublier de vous raconter. Vous savez quoi ? Il y a une guerre, oui, vous saviez, non ? Non, parce que le marché, lui, il a complètement oublié en 24 heures. Récapitulons quand même. Dans la nuit de lundi à mardi, l'armée américaine a frappé des sites de missiles iraniens et des bateaux qui posaient des mines dans le détroit d'Ormuz. Officiellement, c'est de la légitime défense, ce qui est la traduction 2026 de « on a tiré en premier ». L'Iran a immédiatement accusé Washington de violer le cessez-le-feu. Le guide suprême iranien a publié un communiqué disant que les pays de la région ne seront plus un bouclier pour les bases américaines. Traduction, la prochaine fois, ça pourrait bien pleuvoir sur Doha, Abu Dhabi ou sur Riyad. Et pendant ce temps-là, Israël, le même jour, a balancé plus de 120 frappes aériennes sur le Liban avec une demande de déplacement d'1 million d'habitants de Beyrouth. 1 million. C'est l'équivalent de toute la population de Stockholm qui doit prendre ses clics et ses claques pour aller dormir dans la montagne. Donc, voilà. Le détroit d'Ormuz est toujours bouché et aujourd'hui, il y a Piper Sandler qui a publié un rapport disant que selon eux, le détroit restera largement fermé pendant des mois et que le pétrole va atteindre de nouveaux sommets cet été. Et le marché ? Le marché, il a lu le rapport, il l'a posé délicatement sur la table, il l'a dépoussiéré avec un petit chiffon et puis il est retourné acheter Micron. Marco Rubio, secrétaire d'État américain, a déclaré hier « Soit on aura un bon accord, soit pas d'accord du tout ». Pour info, c'est exactement le type de phrase qu'on prononce systématiquement juste avant qu'on n'ait pas d'accord. C'est une règle assez stricte de la diplomatie internationale. Le pétrole est donc à 92 $ et des poussières, le Brent flirte avec les 100 $, mais bon, c'est pas grave, hein. Tout le monde sait que les data centers ne consomment pas d'électricité, que tout le monde sait que les semi-conducteurs ne sont pas fabriqués avec de l'énergie fossile, et tout le monde sait que la guerre, c'est pas inflationniste. Sauf que si
Tout ça est inflationniste et c'est précisément pour ça qu'en Europe, la BCE, par la voix d'Isabelle Schnabel, a annoncé hier qu'elle voterait pour une hausse des taux en juin, 90% de probabilité d'un relèvement. Et aux États-Unis, l'économiste Tim Duy commence à dire que Kevin Warsh, le nouveau patron de la Fed, aurait tout intérêt à préparer les marchés à une hausse des taux dès le mois de septembre. Vous voyez l'écart ? Les banques centrales nous parlent de hausse des taux et le marché des actions, lui, monte comme s'il pensait que les taux allaient baisser à 0 la semaine prochaine. Il y a quelqu'un, quelque part, qui est en train de se gourer. Bon, on va faire une toute petite pause dans la folie du moment et on va parler bagnole 2 secondes. On y revient encore une fois. Hier, Ferrari. Oui, Ferrari, le cheval cabré, Maranello, le V12, les hommes qui rêvent et leur portefeuille qui pleure. Bref, Ferrari a lancé sa première voiture 100% électrique. Elle s'appelle la Luce. Lumière en italien, 4 portes, 5 places, premier break Ferrari de l'histoire. Et il est moche. Prix 550 000 €, on en a parlé hier. Et le design, accrochez-vous. Le design était confié à John Ive, l'ancien d'Apple. C'est le gars qui a supprimé les prises jack en 2016 pour qu'on achète tous des AirPods. Le mec qui a inventé le port Lightning juste avant de l'enterrer pour passer à l'USB-C. Bref, le génie du design contemporain. Eh bien, la critique des fans est unanime, ou pratiquement unanime. La Luce de Ferrari à 640 000 $, dessinée par Johnny Ive, ressemble à, je vous laisse deviner, à une Opel, une Honda, un crossover sino-allemand, un iPhone vu du dessus, ou à la limite à une Nissan Leaf. Pas une Lamborghini, pas une Pagani, même pas une Porsche, une Opel. Le titre a fait moins 5% dans la séance, c'est pas une catastrophe, mais il paraît quand même que le cheval cabré aurait, paraît-il, présenté sa démission. En tous les cas, j'ai rarement vu une voiture qui a fait autant d'unanimité contre elle le jour de sa sortie. Et alors, dans la foulée, on n'oubliera pas que Porsche a annoncé qu'elle arrêtait la Taycan, Lamborghini ne va plus faire de voitures électriques parce que finalement les clients n'en veulent pas, et Rolls-Royce ne sait plus quoi faire de ses spectres électriques qui sont en train de s'effondrer sur le marché de l'occasion. Conclusion, le client de luxe ne veut pas d'électrique. C'est pas compliqué à comprendre. Les gens qui achètent une Ferrari à 600 000 $, ils veulent du bruit, ils veulent un V12, ils veulent que ça vibre et que ça gronde. Si vous voulez du silence, vous achetez une Tesla à 80 000 $. Une Ferrari à 640 000 $ qui ressemble à une Opel et qui ne fait pas de bruit, ça n'intéresse personne. Et il faut pas me dire que c'est une corde en plus à l'arc de Ferrari. Harley-Davidson avait sorti une Harley électrique en son temps, c'est toujours une Harley, ça reste une merde. Bon, maintenant on va parler d'un sujet qui n'intéresse visiblement plus personne, mais qui va finir par exploser à la face de tout le monde, le consommateur américain. L'indice de sentiment du Michigan a été publié vendredi dernier et est tombé à 44,8, on en a parlé, et 44,8 c'est pas juste un chiffre, c'est le plus bas niveau depuis que l'indice existe, soit 1978. C'est pire que pendant le Covid en 2020, c'est pire que pendant la crise financière 2008-2009, c'est pire que pendant la stagflation Volcker de 80 à 82, quand l'inflation était à 11% et les taux hypothécaires à 18%. Donc traduction, les Américains, là en ce moment, ils se sentent économiquement plus mal qu'à n'importe quel moment des 48 dernières années. Plus mal que sous Reagan, plus mal qu'avec Obama après Lehman, plus mal qu'avec Trump en pleine pandémie. Et Kevin Hassett, le conseiller économique de la Maison-Blanche, a déclaré hier sur Fox Business, accrochez-vous, je cite, « Cette enquête est juste une donnée sans valeur alimentée par des démocrates atteints du syndrome de dérangement Trump. » Voilà, donc on récapitule la méthodologie scientifique de la Maison-Blanche parce que c'est important. Quand le sentiment est haut sous Biden, c'est de la propagande gauchiste. Quand il est haut sous Trump, c'est la vérité absolue, c'est la lumière. Quand il est bas sous Trump, c'est à nouveau de la propagande gauchiste. Et le jour où il sera bas sous le prochain démocrate, ça sera de nouveau la vérité absolue. Vous voyez un peu le système? C'est rigoureux, c'est cohérent, c'est de la science. Enfin, dans le sens où l'astrologie est une science. Mais bon, tant que le S&P fait des records, tant que les riches ont leur bull market sur les semi-conducteurs, tant que le chômage est à 4,3%, qu'est-ce qu'on en a à foutre du peuple américain qui se sent pire qu'en 1980? Pourtant, on devrait s'en soucier. Oui, parce que ces gens-là, ils votent, et le pouvoir d'achat, ça ne monte pas très longtemps. Et puis on dit aussi que le consommateur, c'est le moteur de la croissance. Et le moteur, en ce moment... Ils toussent. Allez, on accélère vers la fin. Avant, juste 2 petites bombes pour la route. Première bombe, SpaceX entre en bourse le 12 juin, vous le savez. Valorisation visée autour des 2000 milliards de $, ce qui en ferait du jour au lendemain une des plus grosses capitalisations mondiales, à côté d'Apple, Microsoft et consorts. Et puis, il y a un détail magique au milieu de tout ça. Pile au moment où SpaceX dépose son S1, il y a FTSE Russell, le fournisseur d'indices, propriété de la Bourse de Londres, qui vient juste de réviser ses règles d'admission pour permettre une entrée rapide dans le Russell Top 50, dans le Russell Top 200, dans le Russell 1000 et tous les indices mondiaux FTSE. Conclusion,
Par pur effet mécanique d'indexation, tous les ETF passifs de la planète vont être forcés d'acheter du SpaceX dans la semaine qui suit l'IPO. Pas parce qu'ils ont envie, pas parce qu'ils le veulent, pas parce que c'est valorisé correctement, pas parce que c'est une idée de génie. Non, parce qu'ils suivent l'indice. Donc des centaines de milliards de dollars vont mécaniquement débarquer chez Elon Musk dans les 15 jours. Vous appelez ça un libre marché, vous ? Moi, j'appelle ça un hold-up légal avec la complicité des autorités boursières. Point barre. Deuxième bombe, il y a Quantinuum, avec 2 U. Spin-off de Honeywell, spécialisé dans le quantique. Ils vont lever $1 milliard en IPO à une valorisation de 12,7 milliards. Petit détail hilarant que vous allez adorer, le chiffre d'affaires trimestriel, 5,24 millions de dollars. Perte nette, 128 millions de dollars. Vous calculez le ratio, la perte est 25 fois supérieure au revenu. Mais bon, c'est pas grave parce qu'ils sont dans le quantique. Donc 12,7 milliards de valorisation et le Trésor américain prend une equity stake et tout le monde applaudit des deux mains. Alors si ça ne vous rappelle pas vaguement quelque chose, c'est que vous êtes trop jeune. Ou alors que vous avez la mémoire courte. Un peu comme la DRAM, justement. Bon voilà, grosso modo, on a fait le tour pour ce matin. On va récapituler rapidement l'état mental du patient ce matin. Les marchés ont décidé que la guerre n'existe plus tant qu'elle ne touche pas la mémoire. Micron vaut plus que JP Morgan parce qu'un analyste a triplé son target sur le week-end. On entend que SpaceX va se faire ramasser mécaniquement par tous les ETF de la planète. C'est un signe de maturité du marché. Ferrari qui ressemble à une Opel à 640 000 $, c'est un détail. Que le sentiment du consommateur américain est au plus bas depuis 1978, ça c'est une donnée sans valeur, et que les banques centrales qui parlent de hausser les taux, c'est probablement du bruit, tout ça en même temps. Et c'est pas que les marchés ont tort, les marchés ont raison. Les marchés ont toujours raison. Le problème, c'est que les marchés ont toujours raison à court terme, y compris quand ils préparent leur propre meurtre à moyen terme. En 1999, ils avaient raison jusqu'en mars 2000. En 2007, ils avaient raison jusqu'en octobre 2007. En février 2020, ils avaient raison jusqu'au 24 février 2020. Ils ont toujours raison, jusqu'au jour où ils ont tort. Et ce jour-là, ils ne se trompent pas un tout petit peu, ils se trompent brutalement, d'un seul coup, sans préavis, et surtout sans remboursement. Voilà, moi je vais aller chez ma psy pour me soigner de ma bearish attitude, et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, vous vous abonnez à la chaîne, vous likez la vidéo, vous la commentez, et vous la partagez. Et puis alors, on va parler de quelque chose de sérieux pendant 2 minutes. Enfin, sérieux dans le sens où c'est une vraie information utile, pas dans le sens ça va être pénible. Le 17 juin prochain à Lausanne, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait souvent dans ma carrière. Je vais m'asseoir face à Olivier Delamarche. Enfin, si, je l'ai déjà fait, mais pas en public. Sans slide, sans filet et sans modérateur. Et on va parler des marchés pendant 45 minutes. Et oui, ce sera un des moments importants du Swissquote Trading Day, le 17 juin 2026 au Swiss Tech Convention Center à Lausanne. Et comme chaque année, c'est gratuit, c'est en français. Donc, soit vous venez en présentiel et vous prenez l'apéro avec nous à la fin, soit vous regardez en direct sur YouTube depuis votre bureau ou votre canapé, mais ce sera plus compliqué pour l'apéro. Vous aurez donc Eric Norland du CME qui viendra vous parler des métaux précieux. À 4500 $ l'once d'or, on aura des questions à lui poser. Vincent Gann, mon copain sur la chaîne, sera aussi présent avec un roadmap multi-asset sur 2-3 ans. 5 stratégies, actions, obligations, devises, matières premières, crypto. Vincent va essayer de vous donner une boussole quand la météo vous annonce un orage. Nous aurons aussi Manon Duès de Vanguard qui va vous expliquer pourquoi la diversification c'est essentiel. Dans un monde où Hynix et Samsung représentent à elles deux 40% du Kospi, le moment promet d'être instructif. Et puis comme l'an dernier, vous aurez HDEX sur les cryptos parce qu'on est en 2026 et qu'on est obligé. C'est la case réglementaire de la journée, c'est indispensable les cryptos. Et comme chaque année depuis 6 ans, je conclurai cette journée avec un Morning Bull Live, mais en vrai live. Et puis à 17h40, c'est donc apéro. Et c'est là le moment de la journée où on vous dit vraiment ce qu'on pense des marchés, pas devant la caméra. Et c'est là que ça vaudra le déplacement parce qu'on se parlera en vrai et en face à face. Donc voilà, 17 juin, Lausanne, Swiss Tech Convention Center, c'est gratuit. Inscription sur swissquote.com. Le lien est en description. Et si vous ne pouvez pas venir, vous mettez l'alarme sur YouTube et vous nous regardez en direct parce qu'on streamera aussi. On ne rate pas, on s'inscrit et surtout on se voit là-bas. Je compte sur vous. Le 17 juin, Lausanne. Soyez-y. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.